Rasmane Ouedraogo, le secrétaire général de la Convergence des révolutionnaires pour la défense de la patrie, CRDP, est notre invité du jour. Avec lui, nous parlons aujourd'hui de la révolution progressiste et populaire RPP au Burkina. Quel rôle et quelle contribution de la jeunesse? Bonjour et bienvenue. Bonjour chers amis, bonjour chers téléspectateurs. Je suis à nouveau devant vous pour commenter un peu l'actualité et c'est un devoir pour moi de le faire. Je voudrais juste, si vous me le permettez, et avant de rentrer dans nos discussions, de m'incliner sur la dépouille de tous nos camarades, de nos fils, de nos sœurs, de nos mères qui ont perdu la vie, victimes de la barbarie qui nous a imposée. Et aussi féliciter les combattants qui, chacun tapis derrière une touffe d'herbe sur un arbre en train de veiller sur notre tranquillité, et rendre aussi hommage à tous ceux qui sont blessés et qui, avec nos bénédictions, espèrent une guérison rapide. C'est après tout cela que je voudrais dire bonjour aussi à nos amis téléspectateurs. Merci à vous. Et pour commencer nos échanges, on a suivi tout à l'heure ce reportage qui parlait de cette journée que vous avez consacrée aux élèves du lycée Thomas Sankara, des échanges sur la révolution. Pourquoi la date du 20 mai? Qu'est-ce qu'elle représente pour notre histoire? L'histoire se déroule tellement vite sous nos yeux que nous avons tendance parfois à oublier, ou alors nous faisons des références du passé sans en connaître profondément l'essence. Vous savez que la révolution a été en grande partie justement à cause de ces journées anti-impérialistes qui sont venues à la suite de l'arrestation du capitaine Thomas Sankara et de son compagnon Jean-Baptiste Lengani, ce qui a poussé tous les jeunes du Burkina Faso dans les rues spontanément pour demander la libération. On a entendu libérer Sankara, libérer Lengani. Ça a été le fondement de la mobilisation populaire et donc c'est une raison aujourd'hui qu'on puisse se rappeler ces faits historiques qui sont des étapes importantes qui ont construit petit à petit finalement l'avènement de la RDP avec le capitaine Thomas Sankara. Donc c'est de revenir aux informations fondamentales qui ont marqué cette époque-là pour dire que les jeunes ont été vraiment l'outil essentiel qui a déclenché finalement cette révolution-là. Et dans le reportage, on a également senti beaucoup d'émotions. Plusieurs décennies après, quand on parle de Thomas Sankara, il y a toujours de l'émotion. Oui, parce que les convictions sont réelles, l'attachement est réel, l'engagement est réel, le temps n'a pas eu d'effet sur nous. Nous sommes restés ce que nous sommes, même si entre-temps nous avons connu cette période sombre sous le règne de Blaise Compaoré, ce qui nous a quelque peu aussi émoussé, mais l'avènement en tout cas d'Ibrahim Traoré nous a permis de rêver à nouveau, de trouver un lien avec le capitaine Thomas Sankara, donc des raisons d'espérer encore pour l'avenir. Alors, vous parlez du président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, qui, on le sait, a aussi proclamé une révolution progressiste et populaire au Burkina. Comment est-ce que, si on repart un peu plus loin d'il y a un mois et demi à peine, comment est-ce que vous avez accueilli une telle proclamation? Est-ce que c'était attendu pour vous qui avez vécu la période de la révolution? Nous avons salué cette vision parce que nous attendions aussi que depuis l'avènement du MPSR2, nous attendions qu'on nous situe le cadre politique et idéologique de notre démarche. Parce que c'est vrai, nous avons tous salué la prise du pouvoir, nous avons tous salué la mobilisation qu'on connaît autour du président, mais quelque part, c'était beaucoup aussi affectif
de cette époque. Maintenant, nous rentrons dans les vrais combats pour notre pays. À ce moment, il nous faut un cadre politique, il nous faut un cadre idéologique, il nous faut une vision. Et cette vision a été proclamée sous la forme de la révolution populaire patriotique, qui est une continuation à l'analyse de la révolution démocratique et populaire. Alors, quand on regarde au temps de la révolution de 1983, Rasmane Ouédraogo a été CDR, il a aussi été juge TPR. Qu'est-ce qui en son temps vous avez poussé à militer dans ce sens-là? Et quels ont été justement les meilleurs souvenirs que vous gardez? Parce que, j'allais dire, assumer ces tâches-là ne relève pas de l'extraordinaire. Parce que, étant élève déjà, je militais dans l'association des étudiants voltaïques. Plus tard, il y a l'UGEB. Donc, idéologiquement, j'étais préparé, en tout cas, à m'engager dans une lutte, une sorte de lutte de libération, parce que nous disions que 1960, ce n'est pas forcément la date d'indépendance, puisque nous étions toujours sous dominance impérialiste, colonialiste et néocolonialiste. Donc, on était déjà préparé idéologiquement à cette lutte-là. Et il se trouve, au concours de circonstances, quand j'ai fini l'université, nous avons été quelques étudiants à être restés ici au lieu d'aller en France pour renforcer le ministère de l'Information qui était, j'allais dire, à ses débuts. Et c'est comme ça que l'un après l'autre, en tout cas au niveau des ministres, nous avons eu comme secrétaire d'État le capitaine Thomas Sankara. Donc, l'homme est venu avec son charisme, avec ses convictions, avec son allant, et si bien qu'il a emporté toutes nos convictions avec lui. Et je me suis retrouvé forcément au niveau du ministère de l'Information et de la Communication comme étant représentant des CDR de service, parce que c'était structuré en CDR de service, en CDR aussi villageois et ainsi de suite. Donc au niveau du ministère, j'étais déjà le responsable CDR. Et si bien que ce n'est pas étonnant aussi que quand on est venu pour le choix des juges TPR, je me suis retrouvé, j'ai été en tout cas choisi pour être juge TPR, et nous avons, je crois, entre autres, jugé le général Sangoulé Lamizana. Quels sont les moments qui vous ont le plus marqué, que ce soit de la période où vous étiez CDR, que ce soit de la période où vous avez été juge TPR? Quels sont ces moments-là? Au moment CDR, je vais vraiment pour... il y a deux événements qui m'ont marqué. Au niveau du mouvement CDR, je me rappelle justement que un certain mois de mai, parce que j'étais aussi responsable CDR de mon quartier à Ouidi. Donc j'avais cette casquette-là. Et nous avons décidé de faire un meeting à l'école primaire de Ouidi pour expliquer un peu le sens. Parce qu'entre-temps, nous savions qu'au niveau du CNR, il y avait une lutte d'influence qui s'était engagée entre les tenants de la RDP, les tenants de la RNDP, il y avait la LIPAD, il y avait le PAI, il y avait tous ces groupements-là qui grouillaient autour du pouvoir. Il y avait l'ULCR, enfin l'ULC qui s'est mué après en ULCR. Donc il y avait toutes ces tendances-là autour du pouvoir qui se faisaient une guerre sans merci. Donc nous avons décidé à Ouidi de faire un meeting de clarification. Bien sûr, on est venu nous agresser sur le terrain. Il y a quand même un témoin toujours, il y a le maître Mamadou Traoré, qui, en voulant me protéger, parce qu'on est venu pour me poignarder, a reçu un coup de poignard ici, et il a failli perdre la vue à cause de ça. Ça, c'est un élément qui m'a fortifié dans mes convictions. Je me suis dit que c'est parce que j'ai raison quelque part, c'est parce que je dérange quelque part, c'est parce qu'on ne veut pas que je dise l'information qu'on est venu
à commettre cet acte-là. Donc, je me suis engagé davantage. Au niveau de GPR, il y a plusieurs faits qui m'ont marqué, qui marquent vraiment l'aspect qui est finalement pédagogique de ce tribunal-là. Beaucoup ont cru que c'était pour humilier des gens. Or non. Au dit du capitaine, par ce qui nous a été enseigné, c'était pour que, on remette ce qu'on doit au peuple, mais aussi avoir l'humilité de demander pardon au peuple. Et nous avons jugé le président de la Lamizana. À un moment donné, nous-mêmes, nous étions gênés parce que nous ne pensons pas, nous ne voulons pas, nous ne tenons pas à condamner cet homme dont la bonté, la générosité a dépassé toutes nos frontières. J'allais dire, on allait même se mettre à porte-à-faux avec les idées que nous véhiculons. Donc, nous sommes allés en salle de délibération et on faisait le décompte de tout ce qu'on reprochait de dépenses au niveau du président de la Lamizana. On a fait un peu sa comptabilité et à un moment donné, il manquait une certaine somme, une certaine petite somme. Que faire? Est-ce qu'on allait oser condamner le vieux sur la base de cette somme? C'était combien cette somme? 5 millions. Et je vais vous dire, c'est étonnant parce que à un moment, puisque quand on rentre en délibération, on ne doit pas ouvrir les portes encore, on est enfermé jusqu'à ce que le verdict soit prononcé. À un moment donné, on est venu nous porter un message et le président Alidou, dans sa sagesse, a finalement dit, bon, ouvrez, on va exceptionnellement faire rentrer ce message, voir ce que ça apporte. Finalement, c'est des gawa qu'est venue une enveloppe avec des reçus de ces 5 millions parce que le président avait donné pour la construction du dispensaire de Gawa. Mais dans ses comptes, il avait oublié ça. Vous voyez comment on allait condamner ce vieux sur la base de quelque chose qu'il n'a pas fait. Et ça a été un ouf. Ça a été un ouf parce que le jour où on est venu à la maison du peuple pour dire le verdict, quand vous voyez la cour de la maison du peuple, le monde qui y était, on ne pouvait pas... De toute manière, on ne pouvait pas donner un autre verdict que de les libérer. Parce que, il était dans son droit, mais deuxièmement, la population était venue dire, cet homme-là, nous sommes pour la révolution, mais nous sommes contre sa condamnation. Et le message, heureusement, nous venions déjà avec le même message que donc ça s'est très bien passé. Heureusement donc, quand on regarde, il y a eu beaucoup d'engagement, beaucoup de patriotisme. Est-ce que vous retrouvez aujourd'hui le même engagement plus d'une trentaine d'années après, avec non seulement la veille citoyenne, avec les volontaires pour la défense de la patrie? Il est vrai que les contextes diffèrent. Nous n'étions pas dans un moment où il y avait une guerre liée au terrorisme, où des fils de la patrie avaient pris des armes. Cette fois-ci, on est dans ce cas où on retrouve des VDP engagés au front avec des soldats et on retrouve aussi une veille citoyenne engagée autour des idéaux. Oui, tantôt je vous disais que nous appartenions à une jeunesse qui a été formée politiquement et idéologiquement. Il n'y a pas un étudiant, il n'y a pas un élève qui n'appartenait pas à une quelconque obédience. Si bien que nous avons compris le sens de la lutte qui se passait. Pourquoi le PCRV s'entêtait avec son RNDP? Pourquoi d'autres veulent autre chose? Pourquoi? On savait. On avait en tout cas quelques approches. Politiquement, on se formait. Et c'était comme ça. L'université, c'était un foyer incandescent. Les lycées et autres, c'était comme ça. Donc, cette jeunesse-là était formée à faire un choix, pas objectif, mais un choix politique
clair, mûr et déterminé. Ok. Si on fait cette parallèle avec les Wayans aujourd'hui, c'est la jeunesse, la même fougue, la même détermination, mais Ibrahim a commencé avec ce terreau-là qui est riche, mais qui avait et qui a besoin d'une compréhension politique maintenant des choses. Ça vient. Quand on écoute les débats aujourd'hui, si on le compare d'il y a un an, on sent qu'il y a une certaine maturité qui est en train de s'installer. Ibrahim, le président Ibrahim Traoré, n'a pas bénéficié de cette assise politique et idéologique. C'est vrai, comme la révolution de Thomas, tous sont venus par les armes, mais si on vous fait l'historique, c'est-à-dire ce sont des civils même qui ont quitté ici pour aller conduire les militaires à Ouagadougou, qui leur ont aidé à se poster parce qu'ils étaient à Pau, ils n'ont pas forcément la géographie de Ouagadougou. Ce sont des étudiants, ce sont des élèves qui ont été à l'avant-garde, qui ont montré, qui les ont aidés à progresser. Or là, ils sont venus prendre le pouvoir. Mais après cette prise de pouvoir, il fallait tout de suite intégrer cette partie de la population. Malheureusement, avec le MPSR1, tout de suite, il y a eu le divorce. Parce qu'entre le premier discours de l'accession, où on a entendu le mot révolution, et à la suite, on a dit c'est de la restauration, du coup, il y a eu un coup de frein. C'est pour cela que le mouvement Wayan, à son départ, n'a pas connu l'affluence de la jeunesse scolarisée, entre guillemets. Voilà des points de différence qu'on peut mettre pour situer. Mais maintenant, quant au contenu, nous nous rendons compte que petit à petit, on découvre des éléments qui sont de la RDP. C'est pour cela que nous disons que la RPP est une continuation. Nous y découvrons la continuation de la RDP qui n'a pas pu prospérer plus longtemps. Et nous travaillons aujourd'hui à créer cette jonction-là entre RPP et RNDP. Bien sûr que la RPP a d'autres éléments d'analyse de plus, parce que là nous sommes en situation de guerre, nous sommes en situation d'agression extérieure, toutes choses qui n'existaient pas. Enfin, elle n'était pas affirmée de cette manière-là, c'est cette hostilité. Or là, c'est une hostilité maintenant physique de vouloir occuper notre territoire. Donc les données ont changé. En plus, nous sommes en train de rentrer dans un cadre de l'AES. Donc la réflexion doit encore aller plus loin, qu'on doit travailler à enrichir, par exemple, le discours-programme du camarade Thomas Sankara, parce qu'il est d'actualité, qu'on n'a même pas touché, puisque quand c'est sorti quelques temps après, il est décédé. Donc, il y a eu un blocus autour de ça, personne n'en parlait, on nous a enfermés dans l'obscurité, nul, il n'y avait que des suicidaires à pouvoir sortir ce livre-là présenté. Donc, on l'avait posé, et il est ressorti maintenant, tel qu'il est, tout vierge. Il faut le relire, il faut l'amender, il faut l'améliorer, et avec la vision actuelle. Quand on essaie de comparer la jeunesse burkinabé d'aujourd'hui à celle de 1983 sous la révolution de Thomas Sankara, il est vrai, les données ont changé, vous l'avez dit, nous n'étions pas confrontés à cette situation de guerre, mais aujourd'hui nous avons une jeunesse qui a été confrontée à 3 décennies de gestion d'une autre gouvernance autre que celle de la révolution, une jeunesse qui a connu des périodes marquées par de la corruption, mais une jeunesse qui est justement à l'image de cette période-là. Parce qu'il fallait éclairer la pensée. Qu'est-ce qu'il faut faire? Encourager la corruption, encourager les deals et autres. Si tous nos enfants se sont enfermés dans cette réalité, ils ne croient qu'à ça.
même à l'école, des enfants qui partent négocier des notes et tout. Mais c'est moi, vous voyez ça, et cet enfant-là veut prétendre diriger ce pays un jour, vous dites il y a quelque chose qui ne va pas. Mais ce n'est pas leur faute, on les a nourris de ça, de cette graine-là. À quel moment il y a eu ce déclic, ce changement exactement? Mais ce déclic, il est en train... le changement pour que la jeunesse révolutionnaire de 1983 se retrouve à laisser pour compte une jeunesse qui se développait après Thomas Sankara, pour se retrouver à applaudir des cas de corruption, souvent on en a connu. J'allais dire, bon, quelque part j'allais dire c'est tout simplement humain, parce que vous n'osiez pas parler autre langage que ceux qui sont au pouvoir. C'est Blaise Compaoré, ce sont ses nominations, ce sont les corruptions, ce sont les prébendes. Si vous sortez en dehors de ça, vous n'existez pas. Donc, lâchement, nous avons tous baissé les bras. D'aucuns vous diront que sous Blaise Compaoré, l'intégrité était aussi présente au Burkina. Sous quelle forme? L'intégrité était présente par un certain nombre de personnalités publiques qui essayaient de l'afficher tout de même. Mais qui a incarné toujours des valeurs du temps de la Révolution. Est-ce que ça ne suffisait pas pour être un modèle? Est-ce qu'ils ont pu lever une vague? Finalement, la lutte à un moment donné, elle était individuelle, personnelle, qui n'a pas de portée. C'était peut-être parfois des règlements de compte ou bien des attitudes de réponse individuelle, mais ça n'engageait pas un peu parce que vous n'aviez pas l'espace pour pouvoir mobiliser, pour pouvoir faire partager. Et tout ce qui... Vous avez vu, hein, c'est avec Blaise Compaoré qu'il y a eu la multiplication des partis. Il y a même des partis qui se disent sankaristes, révolutionnaires, qui se sont trouvés dans le même bateau que Blaise Compaoré. Aujourd'hui, c'est vrai, quand on les regarde, on est un peu gêné. Est-ce qu'il faut aller vers eux avec la même sincérité? C'est eux qui étaient là-bas, aujourd'hui ils sont ici. Bon, j'en ai vu à l'inauguration du mausolée, j'en vois à certaines manifestations des camarades qui, j'allais dire, presque nous fuyaient. Alors... tout le monde s'est méfié. Bon, c'est pour cela, la jeunesse aussi, bon, on l'a abandonné, tout comme on nous le conseille politiquement. À la maison aussi, les parents ont abandonné les enfants. C'est du va à l'eau, quoi. Pour vous, quel doit être le rôle de la jeunesse, puisqu'on a proclamé une révolution progressiste populaire au Burkina? Quel doit être son rôle pour incarner certaines valeurs que vous avez incarnées dans la révolution de 1983? Son rôle, c'est d'écouter, c'est d'accepter aller aussi s'enraciner avec le passé. Il y a combien de jeunes là parmi... je peux même dire que près de 90% de jeunes qui ne savent pas qu'il y a les pensées, par exemple, les citations et pensées de Thomas Sankara. Savoir les lire tout simplement. Il y a tellement, comme on l'a dit à la conférence hier, au lieu de courir derrière des citations de Jean Lafontaine, ou bien Foucault, ou bien, je ne sais pas, Victor Hugo ou autre, nous avons des gens qui ont développé des pensées, que ce soit au niveau traditionnel, que ce soit au niveau de nos propres politiciens. Il faut les lire. C'est ça aussi, se former. Avant, nous, on lisait, on se formait. Il y a combien d'enfants par an qui ont lu un seul livre dans l'année? Il y a combien qui savent qui est Yalagado? Il y a combien qui savent qui est Wezen Koulibaly? Il y en a combien? Qui est Djaba Lompo? Demandez si ce n'est pas seulement les pauvres gourmachés là qui connaissent Djaba Lompo. Nous, au moins, au Yatanga, on sait qu'il y a le Naba Kiba, et puis il y a Lompo, et puis il y a eu Djembe Ouattara. Ça veut dire, bon, je plaisante, mais il y a une connaissance livresque qu'il faut avoir soi-même. On n'attend pas tout du professeur. La responsabilité aussi des parents. À la maison, c'est fini. On est tous braqués devant les télénovelas. On n'éduque plus des enfants.
On n'appelle pas l'enfant pour lui dire, ah voilà, ce type Sankara, il a dit que l'enfer des uns n'est pas forcément le paradis des autres. Ce sont des pensées. Et lui expliquer ce que ça veut dire. Vous dites beaucoup de choses. Quelle est la place de l'éducation dans une révolution? Parce que tout tourne autour de l'éducation. Est-ce que le système éducatif tel qu'on l'a conçu actuellement est adapté à une révolution? Et quelle était la vision sous la révolution d'ailleurs? Mais si elle était adaptée, on n'allait même pas attraper les gens là qui brûlent les feux rouges. C'est l'absence d'éducation qui amène tout ça. Parce que depuis la maison, on ne lui a pas dit que le feu ne se brûle pas. L'État est obligé en retour de faire de la coercition. Là où les parents ont déposé les bagages, l'État est obligé. Ce n'est pas son rôle. L'État doit donner de l'enseignement, de la formation. Tout comme les maîtres donnent de la formation. Le maître n'éduque pas l'enfant de quelqu'un. Il donne un enseignement qui est commun à une classe entière. 2 plus 2 égale 4. Ça, c'est toute la classe. Mais qu'est-ce qu'on fait de 4? Ça, c'est à la maison qu'on lui dit qu'il faut économiser 3 et dépenser 1. Voilà l'éducation, voilà la connaissance. À l'école, on donne de la connaissance. L'éducation, c'est à la maison. Mais les parents ont démissionné depuis longtemps. Depuis longtemps. Chacun profite, 1, 2, 3. Ah, c'est le temps est comme ça, c'est l'époque qui est comme ça. C'est faux. Et chaque parole, à chaque conversation, c'est ah, Ouagadougou était bien. Et avant, on vivait bien. Pourquoi ce retour en arrière comme si on n'a pas d'avenir? Vous avez tantôt parlé de la jeunesse de demain. Non, la jeunesse, elle doit se construire elle-même son destin. C'est pas nous pouvons à notre âge la être derrière et puis pousser ou bien donner des conseils. Mais voilà ici ce matin, on aurait pu m'économiser le sommet si des Burkinabés apprenaient à lire le DOP. Et à en comprendre. Maintenant, dire, M. Ouedraogo, venez nous expliquer cette phrase de Thomas, dans quel cadre il a dit, oui, je peux être utile. Mais ce n'est pas à moi de venir vous dire, lisez le DOP. Ce n'est pas à moi de dire, écoutez attentivement les discours du capitaine Ibrahim Traoré, avec les enseignements que ça renferme. Vous avez, en moins de temps, ce capitaine-là, il est extraordinaire. Quand vous prenez ses discours de début et maintenant, mais vous êtes étonné par la profondeur des analyses, parce qu'en moins de rien de temps, avec toutes ces charges militaires, il a essayé, il a voulu comprendre, il est allé partout dans tous les sens pour comprendre les choses, faire des analyses et faire des propositions que nous brandissons aujourd'hui gaillardement. La vision de IB, où étions-nous? Où étions-nous? Je veux vous poser 3 questions à la fois. Nous avons une jeunesse, on l'a rappelé au cours de l'émission, qui a été confrontée à 3 décennies où on a assisté à une autre forme de gouvernance. Une jeunesse innocente parce qu'elle a eu à apprendre des choses qui ne devraient pas être celles des valeurs de la période révolutionnaire. Nous avons aussi une jeunesse qui longtemps a réclamé sa place, a réclamé à ce qu'on lui laisse essayer et qui pendant plusieurs années n'a pas vu ce rôle lui être attribué. Les choses sont en train de changer. Est-ce que pour autant il faudrait condamner une telle jeunesse? Est-ce que pour autant il faudrait condamner cet enfant qui au feu tricolore en présence du VADS, du policier, voit son géniteur brûler le feu parce qu'il se dit être en retard? Est-ce que nous n'avons pas une jeunesse aussi qui a épousé malheureusement les conséquences de certaines habitudes de devanciers? Je vais vous dire une chose. Si vous nous prenez aujourd'hui, si moi j'ai la prétention, par exemple, d'aller toujours au ministère de la Culture dire je vais travailler, c'est-à-dire je pars pour arracher le travail de mon fils, ça se passe encore. Il y a des gens qui font du freinage.
Regardez les jeunes, quand ils partent pour faire un concours, on vous dit 5 ans d'expérience. Il va avoir ces 5 ans où s'il n'a même pas commencé un jour. Donc nous créons nous-mêmes les garde-fous pour les mettre, garder loin. Ça c'est l'orgueil, pas l'orgueil, c'est voilà, c'est nous-mêmes on regarde d'abord. Hein? Non, aujourd'hui, j'aime le dire, chaque jour, moi je fais un pas en arrière dans la vie pour que mon fils fasse un pas en avant dans la vie. Voilà la concession qu'il faut faire. Accepter se suicider pour que d'autres valeurs s'élèvent sur votre cadavre. Mais on ne le fait pas. Ça, c'est un. Maintenant, pour vous parler des jeunes. En 2 minutes. Il faut seulement... Moi, tu vois, c'est difficile de les condamner et c'est difficile de ne rien dire. Condamner parce qu'il faut qu'eux-mêmes ils aient envie aussi de se former. Il faut qu'ils aient de l'ambition. Vous pensez que la jeunesse... Beaucoup n'ont pas d'ambition. On parle partout de start-up. Des jeunes qui inventent des choses. Moi j'ai été fier, on a montré un jeune qui a créé, je crois que c'est un tank, avec des possibilités de tourelles qui voient loin et tout. C'est un jeune qui n'a pas 30 ans. Il a cherché, il s'est enfermé, il a créé un véhicule blindé. Dans le cadre de ces hostilités-là, bravo. Et il y a beaucoup d'autres choses comme ça. Au lieu d'aller créer des trucs inutiles sur TikTok, ils n'ont qu'à essayer de se réunir à 2, à 3 pour essayer d'imaginer qu'est-ce que je peux faire pour créer par exemple un drone. Le drone c'est vieux. Le drone a commencé, moi j'ai connu le problème de drone depuis le Kenya où on utilisait, c'est pour ensemencer la brousse avec des graines. Donc c'est le drone qui monte et qui jette les graines partout dans la forêt. Ceux qui sont enfermés à l'hivernage vont pousser. Par exemple, comment reverdir notre brousse? Il ne faut pas attendre le ministère de l'Agriculture ni de l'Environnement. Nous ne savons pas comment planter des arbres, comment faire pour travailler. Donc, il faut qu'eux aussi, ils aillent vers ça. Mais nous aussi, nous devons les encourager à aller vers ça. Voilà qui est bien dit. En dernier mot, qu'est-ce que vous diriez à cette jeunesse qui vous écoute aujourd'hui pour qu'elle incarne, elle ait un rôle, elle ait une place dans la révolution progressiste populaire? J'ai envie de lui dire, mais les yeux dans les yeux, que si nous triomphons, c'est son triomphe. Si nous échouons, c'est son échec. Faut qu'ils arrêtent de regarder derrière. Faut qu'ils arrêtent de compter sur papa et maman. Qu'ils construisent leur monde à eux. Mais qu'ils se mobilisent. Nous sommes à un moment très important dans notre vie. Et il y a un homme qui a leur âge, qui s'est engagé, qui a une vision, qui les appelle à venir partager cette vision-là. Mais s'ils restent à la maison, je ne sais pas c'est pour servir qui. Ils vont aussi un jour, on va dire, ouais, ils vont vieillir avant même l'âge. Parce qu'ils ne se servent même pas de leur cerveau. Sortez, travaillez, montrez à Ibrahim et au-delà de Ibrahim, montez au Burkina Faso que vous aimez ce pays. Mobilisez-vous pour travailler, mobilisez-vous pour créer, mobilisez-vous pour défendre ce pays. Heureusement, ça c'est compris. La brousse, dans la brousse, je crois qu'il y a beaucoup plus de VDP aujourd'hui que de militaires de choses, de profession. C'est bien. C'est bien. Merci à vous, Rasmane Ouedraogo. Je rappelle que vous êtes le secrétaire général de la Convergence des révolutionnaires pour la défense de la patrie, CRDP. Merci à vous de toujours accepter une invitation du DG Info de Tri TV et WattFM. Je serai toujours là si ça sert la cause de mon pays. Il n'y a pas d'heure, il n'y a pas de conditions.
Je voudrais juste avant de clore. Très rapidement. Nous sommes à une période de pèlerinage. Et nous avons quitté cette période de carême. Que ce soit les chrétiens et les musulmans, chacun a prié pour ce pays. Et des gens aussi s'en vont à la Mecque, je crois que c'est pour renforcer leur foi, mais que dans ce renfort-là, ils n'oublient pas leur pays, parce qu'ils sont partis là, c'est parce qu'ils espèrent revenir. Alors pour revenir, il faut qu'ils reviennent trouver un Faso qui est debout. Merci à vous. Également, merci à vous, auditeurs et téléspectateurs des médias leaders à True TV et Watt FM. Merci sur le FM, donc ce numéro du Déj Info de True TV et Watt FM. En attendant de vous retrouver, Dieu voulant, pour un autre numéro, eh bien, non seulement portez-vous bien, mais aussi et surtout que Dieu bénisse le Burkina Faso. Au revoir.